Avant de commencer, laissez votre like ci-dessous et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune histoire incroyable comme celle-ci. Ce sera un plaisir de vous avoir avec nous dans ce voyage. Allons-y. La poussière de la route semblait encore imprégnée dans ses vêtements, même après des semaines. Daniela ajusta son simple tablier, un contraste douloureux avec les blouses impeccables qu'elle avait l'habitude de porter dans son ancienne vie. Une vie qui semblait appartenir à quelqu'un d'autre, à un fantôme de bonheur et d'accomplissement académique. Le manoir des Santoro était un labyrinthe de luxe et de silence. Un silence qui résonnait d'une manière particulièrement poignante dans la chambre de Gabriel, le petit héritier de la fortune, enveloppé dans son propre monde inaudible. Chaque matin, en nettoyant les couloirs somptueux, elle portait le poids de sa véritable identité, Dr Daniela Alvarez, spécialiste en acquisition du langage chez l'enfant, maintenant réduite à une ombre qui frottait le sol pour survivre, fuyant un passé qui la hantait à chaque ruelle sombre de sa mémoire. Son cœur se serrait encore en se souvenant de Caracas, du sourire de son mari, Matteo, un journaliste dont le courage à enquêter sur la corruption gouvernementale lui avait coûté la vie. Les menaces qui suivirent, murmurées au téléphone, griffonnées sur des billets anonymes, la forcèrent à prendre une décision drastique. Fuir, tout abandonner, devenir invisible. Le Mexique, avec ses faux papiers acquis à un prix exorbitant, devait être un nouveau départ, mais la réalité s'imposa avec la dureté d'un travail qui ne ressemblait en rien à sa passion. Servir le café, nettoyer les toilettes, tout cela sous le regard distant et parfois impatient de Julian Santoro, un homme puissant, mais visiblement tourmenté par l'état de son fils. Gabriel était une énigme pour tous. À 7 ans, ses yeux bleus profonds observaient le monde avec une intensité qui ne se traduisait pas en mots. Les diagnostics variaient, mais l'autisme était le plus consensuel. Thérapie coûteuse, orthophoniste renommé, rien ne semblait briser la barrière de son mutisme. Daniela l'observait de loin, avec la douleur d'une spécialiste qui voyait le potentiel emprisonné, mais aussi avec la peur d'une fugitive qui n'osait pas révéler ses qualifications. Le moindre faux pas pouvait signifier l'expulsion, le retour au cauchemar auquel elle avait à peine échappé. Elle gardait la tête basse, les mains occupées, l'esprit constamment en alerte. Un après-midi particulièrement gris, alors qu'elle rangeait les jouets de Gabriel, quelque chose attira son attention. Sur la table, des cartes avec des symboles étranges, faisant partie de la plus récente tentative thérapeutique du garçon. C'étaient des idéogrammes, pas n'importe quels idéogrammes, mais des caractères chinois. Un frisson parcourut sa colonne vertébrale. Durant son doctorat, elle avait étudié la plasticité cérébrale infantile et comment différentes structures linguistiques pouvaient, dans certains cas, débloquer des voies neuronales alternatives. Ce n'était pas de simples dessins pour Gabriel. C'étaient des portails vers une forme de communication qui, peut-être, résonnerait avec son esprit d'une manière que l'espagnol ou d'autres langues romanes ne parvenaient pas à atteindre. La thérapeute avait laissé des instructions vagues, se concentrant sur l'association visuelle, mais Daniela y vit une opportunité, un risque immense, mais une étincelle d'espoir qu'elle ne pouvait ignorer. Le cœur battant la chamade, sachant que Julian était absent pour une de ses longues réunions d'affaires, elle s'approcha de Gabriel. Le garçon la regarda, ses yeux ne sillant pas, comme toujours. Elle prit une des cartes, celle qui représentait O, Shui, Shui. Elle se souvint des cours de mandarin qu'elle avait suivis par curiosité académique des années auparavant. D'une voix douce, presque un murmure, elle prononça « Shui ». Gabriel pencha légèrement la tête. Ses lèvres, qui depuis des années n'avaient formé que des murmures indéchiffrables, bougèrent. Et alors, clair comme du cristal, il répéta « Shui ». Daniela sentit les larmes lui monter aux yeux. Ce n'était pas un balbutiement, ce n'était pas un essai. C'était le mot, prononcé avec une clarté qui défiait des années de silence. Le garçon sourit, un petit sourire, presque imperceptible, mais qui pour Daniela illumina l'univers entier.
Il désigna le verre d'eau sur la table et dit à nouveau « Choué ». C'était un miracle, un petit miracle qui se produisait là, dans la chambre silencieuse de ce manoir froid. Cette nuit-là, lorsque Juliane revint, visiblement épuisée et frustrée par une autre journée sans progrès apparent dans la thérapie de Gabrielle, la gouvernante principale, Elena, rapporta ce qui s'était passé avec un mélange d'étonnement et d'incrédulité. Juliane, sceptique par nature et lasse des faux espoirs, écarta d'abord l'idée. Mais Elena insista, décrivant la clarté de la prononciation. Intrigué, et avec le désespoir d'un père s'accrochant à n'importe quel fil d'espoir, il demanda que Daniela soit appelée dans la bibliothèque, la pièce où il prenait ses décisions les plus importantes. Daniela entra dans la bibliothèque en sentant le poids du regard de Juliane. C'était un homme imposant, habitué à donner des ordres et à avoir le contrôle. Elena m'a dit quelque chose d'incroyable à propos de Gabrielle, à propos de vous et d'un mot en chinois. Sa voix était grave, chargée d'une attente qui l'effrayait. Daniela, avec l'humilité que la situation exigeait, mais avec la fermeté de quelqu'un qui avait été témoin d'un fait, confirma. Elle expliqua brièvement sa familiarité avec les idéogrammes en raison de sa formation, omettant, bien sûr, la profondeur de ses connaissances et sa véritable profession. Elle craignait que la révélation ne la mette en danger. Juliane l'observa longuement, ses yeux scrutant chaque trace d'hésitation ou de mensonge. Mais tout ce qu'il vit fut une sincérité prudente. « Si ce que vous dites est vrai, si vous avez réussi à faire prononcer à mon fils un seul mot clairement, je vous demande, non, je vous implore, aidez-le. » Il y avait une vulnérabilité dans sa voix que Daniela n'aurait jamais imaginée chez cet homme. C'était l'appel d'un père désespéré, prêt à tout essayer. « Je ferai ce que je peux, monsieur Santoro », répondit-elle, le cœur partagé entre la peur et la redécouverte d'un but. Dans les jours qui suivirent, Daniela commença à travailler secrètement avec Gabrielle. Pendant les heures où la maison était plus vide, ou lorsque ses tâches ménagères la menaient à la chambre du garçon, elle exhumait de sa mémoire les fondements de l'acquisition du langage. Mentalement, elle fouillait dans ses anciens livres et notes universitaires qui n'existaient que dans son esprit, car elle avait dû tout laisser derrière elle. Avec la patience d'une artisane, elle présentait à Gabrielle de nouveaux idéogrammes, les associant à des objets, des sons et des sensations, en utilisant l'intonation précise du mandarin. Les progrès de Gabrielle furent stupéfiants. C'était comme si un barrage intérieur s'était rompu. Les mots en chinois commencèrent à affluer, d'abord hésitants, puis avec une confiance croissante. Il n'apprenait pas seulement les noms et les verbes, mais commençait aussi à former des phrases simples, son visage s'illuminant à chaque nouvelle réussite. Daniela voyait en lui, non, seulement un élève, mais un reflet de la résilience humaine, de la capacité de l'esprit à trouver de nouvelles voies lorsque les traditionnels sont bloqués. La joie de Gabrielle était contagieuse. Juliane, bien que partiellement tenue dans l'ignorance des méthodes exactes, Daniela craignait toujours de révéler son expertise, observait la transformation avec un mélange d'émerveillement et de gratitude. Les séances avec la thérapeute officielle continuaient pour les apparences, mais c'est dans les rencontres avec Daniela que la véritable magie opérait. Le lien entre l'immigrante et le garçon se renforçait chaque jour, tissé avec les fils délicats d'une langue ancestrale et d'une compréhension mutuelle qui transcendait les mots. Il lui faisait confiance, cherchait son regard pour approbation, et pour la première fois depuis des années, il y avait des rires sincères dans la chambre de Gabrielle. Bientôt, la curiosité de Gabrielle dépassa le chinois. Voyant Daniela converser avec d'autres, employé en espagnol et entendant son père parler anglais au téléphone, il commença à manifester de l'intérêt pour ces langues. Daniela, percevant son incroyable aptitude, commença à introduire des mots en anglais et à renforcer l'espagnol, qu'il comprenait passivement, mais utilisait rarement. L'esprit du garçon était comme une éponge, absorbant les structures grammaticales et le vocabulaire avec une facilité déconcertante, comme si le chinois avait été la clé maîtresse qui avait ouvert toutes les autres portes linguistiques. Un jour,
Alors qu'ils apprenaient le français, une langue que Daniela aimait pour sa mélodie, Gabriel la regarda avec une tendresse qui la désarma. « Maman » dit-il, le mot sonnant parfaitement naturel sur ses lèvres. Daniela sentit une chaleur envahir sa poitrine. Une émotion si forte qu'elle faillit la faire vaciller. C'était plus qu'un mot. C'était une reconnaissance, une adoption. Plus tard, il demanda, dans un espagnol encore hésitant mais clair, s'il pouvait l'appeler ainsi toujours, dans toutes les langues. Les larmes que Daniela ne put retenir à ce moment-là furent de pure émotion. La transformation de Gabriel ne passa pas inaperçue. Le personnel de la maison chuchotait à propos du miracle, et Juliane voyait son fils s'épanouir sous ses yeux. Le point culminant de cette première phase de développement eut lieu lors d'une réunion d'affaires cruciale. Des investisseurs français étaient au manoir Santoro et la négociation était tendue avec des nuances techniques que le traducteur engagé peinait à transmettre avec précision. Gabriel, qui était discrètement présent, écoutant la conversation, intervint soudainement, corrigeant une traduction et expliquant un terme complexe en français impeccable. Les investisseurs furent bouche bée. Juliane, d'abord surpris, sentit une vague de fierté écrasante. Gabriel non seulement parla, mais fit preuve d'une compréhension et d'une fluidité qui n'était rien de moins que prodigieuse. La réunion, qui était sur le point d'échouer, prit un nouveau tournant, Gabriel aidant occasionnellement sous le regard émerveillé de tous. Cet événement marqua un tournant, non seulement pour les affaires, mais aussi pour la perception que Juliane avait de Daniela. Qui était réellement cette femme qui travaillait comme son employée? Intrigué et profondément reconnaissant, Juliane décida qu'il devait en savoir plus. La discrétion avec laquelle Daniela agissait, sa réticence à parler d'elle-même, ne faisait qu'aiguiser sa curiosité. Il réactiva le contact avec l'enquêteur privé, cette fois avec pour instruction de tout découvrir sur le passé de Daniela Alvarez, le nom qui figurait sur ses faux papiers, mais dont il soupçonnait maintenant qu'il n'était que la partie émergée de l'iceberg. La vérité, quand elle arriva, fut plus choquante et tragique qu'il n'aurait pu l'imaginer. Le rapport détaillait la brillante carrière de Daniela au Venezuela, son doctorat, sa spécialisation. Et puis, l'obscurité, l'assassinat brutal de son mari journaliste, les menaces de mort qui l'avaient poursuivi, la fuite désespérée. Juliane sentit un nœud dans sa gorge. La femme qui avait sauvé son fils était, elle-même, une survivante d'un cauchemar indescriptible. Il la confronta, non pas avec accusation, mais avec un mélange d'étonnement et d'une admiration nouvelle et profonde. Il lui montra ce qu'il avait découvert, attendant peut-être une négation. Daniela, voyant que son secret avait été exposé, sentit la peur glaciale de l'expulsion lui parcourir l'échine. Mais en faisant face à Juliane, elle vit dans ses yeux non pas la condamnation, mais une compréhension inattendue. La voix étranglée par l'émotion, elle raconta son histoire, les détails de la persécution, la terreur constante, la douleur de la perte et la lutte pour la survie. Juliane écouta en silence, le cœur lourd de l'injustice qu'elle avait subie. Quand elle eut terminé, le silence dans la bibliothèque était dense, chargé d'émotions complexes. Il n'était pas seulement reconnaissant, il était ému et déterminé à la protéger. La tranquillité nouvellement découverte fut cependant brutalement interrompue. Une notification officielle arriva. Daniela faisait l'objet d'une enquête pour séjour illégal et serait expulsée. La panique s'installa. Juliane soupçonna qu'une voisine excessivement curieuse, qui avait déjà manifesté de la méfiance à l'égard de Daniela, aurait pu faire une dénonciation anonyme. Le système, une fois déclenché, était impitoyable envers ceux qui possédaient des documents irréguliers, quelles que soient les circonstances atténuantes qui pouvaient exister dans leurs histoires personnelles. Julian Santoro n'était pas homme à reculer devant un défi. L'idée de perdre Daniela, la femme qui avait rendu la voix et la joie à Gabriel, la figure qui était devenue essentielle dans la vie de son fils, était insupportable. Il mobilisa toutes ses ressources, qui étaient considérables. Il engagea le plus renommé,
et le plus cher avocat spécialisé en immigration de Mexico. Un expert en affaires complexes et apparemment sans espoir. Ses contacts influents furent activés, discrètement mais fermement. La bataille juridique serait ardue, mais il était déterminé à se battre. L'argument central de la défense de Daniela serait le préjudice émotionnel et développemental extraordinaire que son expulsion causerait à Gabriel. Des expertises de psychologues pour enfants, des rapports de progrès, linguistiques et des témoignages de personnes ayant suivi la transformation du garçon furent méticuleusement compilés. L'avocat prépara une défense solide, axée sur le bien-être de l'enfant, un principe fondamental qui, espérait-on, sensibiliserait le juge chargé de l'affaire d'immigration. À chaque étape, Daniela ressentait un mélange de terreur et une gratitude croissante envers Juliane. Le jour de l'audience arriva, chargé de tension. La salle d'audience était froide, impersonnelle. Daniela sentait le regard réprobateur de certains, l'indifférence des autres. Juliane était à ses côtés, lui transmettant une force silencieuse. Mais le moment le plus émouvant et finalement décisif fut le témoignage de Gabriel. Conseillé par l'avocat et avec une maturité surprenante pour son âge, le garçon monta à la barre, accompagné d'une psychologue. Sa voix, maintenant claire et ferme, résonna dans le tribunal. Gabriel ne parla ni de loi ni de documents. Il parla de la façon dont, avant Daniela, le monde était un lieu confus et silencieux. Il expliqua, avec une simplicité touchante, comment elle lui avait appris que les mots étaient comme des clés, capables d'ouvrir des portes vers d'autres personnes et vers de nouveaux mondes. « Daniela m'a donné les clés », dit-il en regardant directement le juge. « Elle est mon professeur, mon amie. Elle est comme une mère. Si elle part, mes mots redeviendront tristes. » La pureté et la sincérité de son appel touchèrent profondément l'auditoire et, de manière cruciale, le juge. Le juge, un homme expérimenté qui avait vu de nombreux cas de désespoir et de supplication, parut véritablement touché. Les larmes dans les yeux de Gabriel, la façon dont il serra la main de Daniela en descendant de la barre, tout cela pesa dans la balance de la justice. Après une délibération qui parut une éternité aux personnes concernées, la décision fut annoncée. Considérant l'impact dévastateur que la séparation aurait sur le développement et le bien-être de Gabriel, le juge accorda à Daniela une résidence humanitaire temporaire, une étape cruciale vers sa régularisation définitive dans le pays. Le soulagement fut immense, une vague qui submergea la tension accumulée pendant des semaines. Daniela serra Gabriel fort dans ses bras, les larmes coulant maintenant de gratitude et d'espoir. Juliane lui serra la main, un geste qui en disait long sur le respect et l'affection qui grandissait entre eux. Sa situation juridique étant un tant soit peu stabilisée, un nouvel horizon s'ouvrit pour Daniela. Elle n'avait plus besoin de se cacher dans l'ombre du manoir, craignant chaque coup à la porte, chaque regard inquisiteur. Avec l'aide de Juliane et ses nouvelles qualifications, Daniela obtint un poste de professeur de langue dans une prestigieuse école internationale de Mexico. Reprendre sa carrière, même dans un nouveau pays et dans des circonstances différentes, fut comme retrouver une partie essentielle d'elle-même. Sa passion pour l'enseignement et son aisance naturelle avec des enfants de diverses origines firent d'elle une éducatrice aimée et respectée. Elle s'épanouit, et avec elle, l'admiration de Juliane ne fit que croître. La cohabitation quotidienne, la gratitude mutuelle et l'affection croissante qu'ils nourrissaient l'un pour l'autre approfondirent inévitablement la relation entre Daniela et Juliane. Ce qui avait commencé comme une relation d'employeur à employé, transformée par la nécessité et la compassion, évolua vers un amour mature, construit sur le respect, l'admiration et les expériences partagées. Ils devinrent un couple, trouvant l'un en l'autre le soutien et le bonheur que tous deux, pour des raisons différentes, avaient perdu ou n'avaient jamais pleinement connu. Gabriel, maintenant un adolescent entrant dans la complexité de cette phase de la vie, faisait aussi ses propres découvertes. Un jour, en fouillant dans de vieux albums de famille que Julien gardait, il trouva des photographies
d'Isabelle, sa mère biologique décédée alors qu'il n'était qu'un bébé. Les images étaient celles d'une jeune femme souriante dont il connaissait à peine le visage, mais dont l'absence avait, d'une certaine manière, façonné son silence initial. Voir ces photos déclencha une série d'émotions et de questions. Avec l'aide de Daniela et Juliane, Gabriel commença à traiter ses sentiments. Il comprit qu'Isabelle serait toujours sa première mère, une étoile lointaine dans ses souvenirs les plus tendres et construits. Mais il comprit aussi, avec une clarté que seul l'amour peut procurer, que Daniela était également sa mère. La mère qui lui avait donné la voix, qui lui avait enseigné la magie des mots, qui l'avait aidé à s'épanouir et à se connecter au monde. Il n'y avait pas de conflit, seulement une expansion du cœur, capable d'abriter de multiples formes d'amour maternel. La famille qu'ils formèrent était inhabituelle, une mosaïque d'origine, de pertes et de recommencement. Juliane, l'homme, d'affaires veuf qui retrouva l'amour. Daniela, la réfugiée qui trouva la sécurité et un nouveau but. Et Gabriel, le garçon qui sortit du silence pour devenir le pont entre les mondes et les cœurs. Ils célébraient leurs multiples héritages, les langues qu'ils parlaient à la maison étaient un témoignage vivant de leur parcours unique. Le manoir, autrefois froid et silencieux, vibrait maintenant de conversations, de rires et de la certitude d'une appartenance construite jour après jour. 7 années passèrent à toute vitesse, chacune consolidant les liens de cette famille extraordinaire. Gabriel, à 21 ans, n'était plus seulement un jeune homme prometteur. Il était un linguiste renommé, une voix émergente dans l'étude de l'acquisition du langage en contextes atypiques. Ses recherches, inspirées de son propre parcours, ouvraient de nouvelles voies et offraient de l'espoir à de nombreuses familles confrontées à des défis similaires à ceux qu'il avait surmontés avec tant d'éclat. Ce jour-là, il était sur la scène d'un congrès international de linguistique, non pas comme un auditeur curieux, mais comme l'orateur principal. L'auditoire, composé d'universitaires, de thérapeutes et d'étudiants du monde entier, écoutait attentivement tandis qu'il partageait son histoire. Il parla de son silence, de la découverte des idéogrammes chinois et du rôle transformateur que Daniela avait joué dans sa vie, non seulement comme enseignante, mais comme la figure maternelle qui l'avait guidée avec patience et amour inconditionnel. Avec l'éloquence qui le caractérisait désormais, Gabriel présenta son programme novateur « Voce Sans Fronteras » Voix sans frontières. Le projet visait à aider les enfants atteints de troubles du développement comme l'autisme à trouver leur voix grâce à l'exposition à plusieurs langues, en utilisant des approches personnalisées et sensibles aux besoins individuels de chaque enfant. C'était l'héritage de sa propre expérience, une façon de rendre le don qu'il avait reçu et de répandre l'espoir. Depuis l'auditoire, Juliane et Daniela l'observaient, les yeux embués de fierté et d'émotion. Le garçon silencieux était devenu un homme qui utilisait ses mots pour inspirer et transformer le monde. À la fin de sa présentation, Gabriel les regarda directement et sourit. « Beaucoup me demandent quelle langue m'a guéri, dit-il, sa voix résonnant avec conviction. Mais la vérité est que l'amour, la patience et l'acceptation ont été les véritables langues qui ont construit notre famille extraordinaire et m'ont donné la voix que j'ai aujourd'hui. » Le parcours de Daniela, de réfugiée à éducatrice et mère, entrelacé avec celui de Gabriel, de garçon silencieux à communicateur mondial, et celui de Juliane, de père désespéré à partenaire aimant, était une preuve vivante de la résilience de l'esprit humain. Les mots, dans n'importe quelle langue, étaient en effet des clés, mais l'amour était la force maîtresse qui ouvrait toutes les portes, y compris celles qui semblaient définitivement verrouillées par l'adversité ou le traumatisme. Ils avaient construit un foyer non pas sur les fondations de la normalité conventionnelle, mais sur les piliers de la compréhension mutuelle, du respect des différences et de la célébration des secondes chances. Chaque obstacle surmonté, de la menace d'expulsion aux complexités de l'intégration de passés douloureux, n'avait fait que renforcer les liens qui les unissaient, faisant de leur histoire un phare d'espoir. Le manoir des Santoro, autrefois symbole de richesse et d'isolement,
s'était transformé en un foyer vibrant, un témoignage du pouvoir de la connexion humaine. Daniela, aux côtés de Julian, voyait en Gabriel non seulement le fils qu'elle avait aidé à élever, mais la personnification de sa propre résilience et de sa croyance inébranlable dans le potentiel humain. La linguistique, sa passion originelle, avait acquis une nouvelle dimension grâce à l'expérience avec Gabriel, devenant un outil vivant de guérison et d'autonomisation. Elle savait que son parcours avait été ardu, marqué par des pertes indicibles, mais le présent était une récompense qui dépassait toute attente. Le programme Voce Sin Fronteras de Gabriel commença rapidement à gagner une reconnaissance internationale, recevant des financements et le soutien de diverses institutions. Il parcourait le monde, non seulement comme conférencier, mais en mettant en œuvre des projets pilotes, en formant des éducateurs et des thérapeutes, et en touchant la vie d'innombrables enfants qui, comme lui autrefois, attendaient avec impatience la clé qui leur ouvrirait l'univers de la communication. Son histoire personnelle était la plus grande preuve de l'efficacité de ses méthodes. Julian, pour sa part, trouva une nouvelle satisfaction à soutenir les entreprises de Gabriel et Daniela. Ses affaires continuaient de prospérer, mais son champ d'action s'était élargi pour inclure la philanthropie, notamment dans les causes liées à l'éducation et au développement de l'enfant. La transformation de son fils et la force de sa femme l'avaient incité à utiliser son influence et ses ressources pour avoir un impact positif plus large sur le monde. La voisine curieuse, qui avait un jour tenté de nuire à Daniela, voyait maintenant de loin le succès et le bonheur de cette famille, peut-être avec une pointe de regret, peut-être avec la même incompréhension qu'auparavant, mais cela n'avait plus d'importance. La vie de Daniela, Julian et Gabriel continuaient, tissés des fils de la gratitude, de l'amour et d'un but commun qui transcendait les petites méchancetés ou les grands défis. L'héritage de Matteo, le mari journaliste de Daniela, assassiné pour avoir cherché la vérité, trouvait également une forme d'écho dans le travail de Gabriel. Bien que différemment, Gabriel utilisait aussi le langage pour exposer non pas la corruption, mais le potentiel caché, pour donner la parole à ceux qui ne l'avaient pas, pour lutter pour un monde où chaque enfant aurait la chance d'être entendu et compris dans sa plénitude. Lors des rares soirées tranquilles, lorsque tous les trois se réunissaient dans le salon, conversant dans un mélange fluide d'espagnol, d'anglais et occasionnellement de français ou de mandarin, le sentiment de plénitude était palpable. Ils étaient une famille forgée dans l'inattendu, unis par des liens plus forts que le sang, une preuve que l'amour peut fleurir sur les terrains les plus arides et que les mots, lorsqu'ils sont utilisés avec sagesse et affection, ont le pouvoir de guérir, d'unir et de construire des avenirs extraordinaires. L'histoire de Daniela et Gabriel n'était pas seulement celle de la victoire sur l'autisme ou la persécution politique. Elle portait sur la capacité humaine à se réinventer, à trouver un sens dans l'adversité et à transformer la douleur en objectif. C'était une ode à la résilience de l'esprit, à la beauté de la diversité linguistique et, par-dessus tout, au Ei, pouvoir rédempteur de l'amour sous ses formes les plus variées. L'écho des paroles de Gabriel au Congrès résonnait encore. L'amour était, en effet, la langue universelle. Chaque nouvel enfant qui trouvait sa voie grâce à Voce Sin Fronteras en était la preuve. Chaque famille qui trouvait l'espoir était un témoignage de l'impact d'une immigrante qui avait osé utiliser ses connaissances interdites et d'un garçon qui avait osé parler. La vie leur avait donné des citrons amers, mais ensemble, ils en avaient fait non seulement une citronnade, mais un festin de possibilités. Daniela regardait souvent les étoiles, se souvenant de son ancienne vie, des pertes, mais aussi des graines de connaissances qu'elle avait apportées avec elle. Ces graines, arrosées par la nécessité et l'amour, avaient germé dans un jardin improbable, mais exubérant. Et là, sous le ciel mexicain, elle se sentait enfin chez elle, complète, sa voix et celle de sa famille résonnant avec force et clarté. Julian, observant, Daniela et Gabriel pensaient souvent à quel point la vie pouvait être surprenante.
Le désespoir qu'il avait ressenti pendant des années concernant le silence de son fils avait cédé la place à une immense fierté. La femme qui était entrée dans sa maison comme une simple employée de maison s'était révélée être la pièce manquante, la clé non seulement pour Gabriel, mais pour son propre cœur. La gratitude était un sentiment constant, une mélodie douce qui berçait ses jours. Le jeune Gabriel, dans ses conférences, tenait toujours à souligner que son histoire n'était pas unique en termes de potentiel humain. Il croyait qu'en chaque enfant, en chaque personne, existait une immense capacité de dépassement et d'apprentissage, attendant seulement le bon environnement, le bon stimulus, la juste dose d'amour et de patience pour s'épanouir. Il était la preuve vivante de cette philosophie. Les anciens livres de linguistique de Daniela, qu'elle avait finalement réussi à récupérer sous forme numérique, grâce à des contacts universitaires, occupaient désormais une place d'honneur dans la bibliothèque du manoir, aux côtés des innombrables prix et reconnaissances que Gabriel commençait à accumuler. Ils étaient les symboles d'un passé qui avait façonné le présent et inspirait un avenir brillant où les frontières de la communication étaient constamment repoussées. Le manoir des Santoro, autrefois lieu de silence et de préoccupation, s'était transformé en un centre de multilinguisme et d'espoir. Des visiteurs du monde entier, intéressés par le travail de Gabriel et l'approche pédagogique de Daniela, y étaient fréquemment accueillis, témoins directs de la dynamique chaleureuse et inspirante de cette famille unique, un phare pour beaucoup. Et ainsi, la vie suivait son cours, tissant de nouveaux souvenirs, renforçant les liens anciens et prouvant, jour après jour, que les mots les plus importants de tous sont ceux prononcés avec le cœur, quelle que soit la langue dans laquelle ils sont exprimés. Le voyage de Daniela, Juliane et Gabriel était une symphonie inachevée, mais dont les notes composaient déjà l'une des plus belles mélodies de résilience et d'amour.